Libaloum, alors qu'est-ce que je vais prendre? Comment vous appelez ça, ce mélange là entre euphorie, panique? Mais vous savez, quand ça monte fort, ça descend vite. Et inversement. Volatilité, voilà, je vais prendre la volatilité. On est combien là? 44 000, vous m'en mettez. 45, arrondi ça à 45, on sait jamais s'il y en a qui s'abonnent entre temps. Alors quoi d'autre sinon? De la macro, avec beaucoup de Fed. Voilà, un peu de BOE, mais beaucoup de Fed surtout. Vous allez mettre par contre beaucoup de liquidités là, on arrose là. Ah, on va en mettre de partout. Ah non mais là c'est... Vas-y, mets-moi 300 milliards. Sinon, de la micro, bien entendu. Et puis en dessert, on va prendre un petit Crédit Suisse. Eh ben, bienvenue dans le Gastro Hebdo. On va commencer à se chauffer progressivement avec la Banque Centrale d'Angleterre, la BOE. Montée des taux de 25 points de base, c'est ce qui était prévu. On est désormais à 4,25%. Problème, c'est que les dernières données économiques ne sont pas rassurantes. L'inflation annuelle a progressé. On était à 10,1%. On est désormais à 10,4%. Hausse de l'inflation au mois de février inattendue. Et c'est lié à... Faut pas rigoler, hein. Non, parce que c'est pas une blague. Augmentation des prix de l'habillement et des chaussures. Ah ouais. Alors, personnellement, moi je m'en fous parce que j'ai le même t-shirt depuis 3 ans. Alors, pour être exact, ça fait 2 ans. De rien pour ce fact-checking. Prochaine réunion, elle pourrait donc encore augmenter ses taux. Hausse des taux également pour la Fed, la Réserve fédérale américaine. Comme prévu, 25 points de base. Oui, c'était le nouveau consensus après l'explosion de Silicon Valley Bank qui a entraîné dans son sillage Signature Bank, First Republic et Crédit Suisse. Non, après le dessert. Non, c'est juste mais l'eau à la bouche quoi. Les taux sont donc désormais à 5%. Pourquoi les avoir augmentés? Parce qu'il faut lutter contre l'inflation, c'est accessoirement son objectif prioritaire. Et ramener l'inflation à 2%. Autant te dire qu'il y a un peu de chemin à faire encore puisque je rappelle que l'inflation s'élève encore au-delà de 6%. D'après les prévisions sur les taux directeurs, on devrait encore arriver à 5,25% sur les taux de la Fed. Et vu ce qui s'est passé sur le secteur bancaire, c'est terminé là, toutes les projections à 6,5-7% en fin d'année. Dégage-moi ça. Et malgré ce que pense le marché, oui parce que pour le moment le marché pense qu'à partir du mois de juillet la Fed va commencer à baisser ses taux directeurs, c'est le fameux pivot. Eh bien Jérôme Powell a dit cette semaine dans son discours que c'était pas le projet de base de baisser les taux directeurs. Mais le marché doit anticiper, se projeter, ce qu'on peut appeler faire des paris. Et la semaine prochaine, ça ne va pas être de tout repos encore une fois, oui, parce que nous allons avoir l'inflation PCE, Personal Consumption Expenditure, l'inflation mieux pondérée que le CPI qu'on a eu 10 jours plus tôt. Et là, autant te dire que il faut pas que ça déçoive. Parce que si jamais la Fed se retrouve coincée entre une inflation qui continue à progresser et un secteur bancaire qui est un peu tumultueux, et ben là, ça va être compliqué. D'ailleurs, Jérôme Powell a dit dans son discours que les turbulences du secteur bancaire, alors au-delà du fait que tout le monde rassure qu'il n'y a pas de risque systémique, tout ça, et bien que tout ça peut être considéré finalement comme une hausse de taux naturelle de 25 points de base. Bah oui, parce que forcément, ça va resserrer les conditions de crédit, de prêt, que ce soit des entreprises, des ménages, réduire donc l'investissement, la consommation, et donc faire baisser l'inflation. Montons encore un petit peu en température avec Janet Yellen, secrétaire au Trésor, qui a un peu fait trembler les marchés cette semaine, en indiquant qu'elle n'a ni envisagé, ni discuté d'une éventuelle assurance globale pour les dépôts bancaires du pays. Et oui, car pour ça, il faut un aval du Congrès. Donc autant te dire que même si oui, le risque systémique est faible, ce qu'elle a dit n'a pas forcément permis au marché d'être assuré. Et même si les risques systémiques est faible, je sais, ça fait 3 fois que je le dis, ça n'empêche pas quand même les banques centrales d'arroser, d'éteindre les incendies, les départs de flammes. Car il y a eu quand même des actions coordonnées entre la Fed, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale Suisse et... c'est à peu près tout quoi, on a fait le tour de la planète en fait, pour améliorer la liquidité avec des accords permanents de swap en dollars américains. Ça c'est pour augmenter la fréquence de leur opération, prévue au moins jusqu'à la fin du mois d'avril. Je rappelle d'ailleurs accessoirement que la Fed a quand même arrosé de 300 milliards de dollars, qui a fait gonfler son bilan. Et ça c'est en une semaine seulement. Côté chiffres macroéconomiques cette semaine, c'était relativement light au-delà des discours des uns et des autres. Nous avons eu quand même vendredi les PMI, ces sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. Bon, ils étaient grosso modo inférieurs aux attentes concernant la partie manufacturier. Secteur des services, ça passe. Mais surtout sur la partie manufacturier, on est largement sous 50 et sous les attentes. Disons que ça a contribué vendredi à provoquer un petit peu plus de volatilité. Même si d'ailleurs, si les chiffres du PMI aux États-Unis étaient plutôt bons. Mais c'est pas suffisant.
Alors Crédit Suisse était en galère. Oui, il y avait déjà eu beaucoup de scandales depuis des années, ce qui d'ailleurs lui avait déjà fait perdre des milliards de francs suisses. Sa réputation au plus bas. Autant te dire que ce qui s'est passé avec SVB, tout le monde a voulu se barrer. Même d'ailleurs Saudi National Bank, qui détenait 10% du capital, n'a pas voulu, ou plutôt n'a pas pu en remettre pour éviter de se faire racheter à pas grand chose. Au Crédit Suisse a fait les frais de ce qu'on appelle un bank run, 10 milliards de francs suisses qui ont été retirés en une seule journée. Elle avait besoin de quelques 50 milliards de francs suisses pour être sauvée. Ça, elle est allée voir la Banque nationale suisse. On a dit ok, mais à une condition, que tu te fasses racheter par UBS. En tout cas, que tu ouvres l'option. Et ben UBS l'a racheté pour 3 milliards de francs suisses. Sachant que Crédit Suisse, à son top de sa life, elle valait quand même 90 milliards. Il n'y a pas que le secteur des banques où c'est compliqué. Il y a aussi Casino. L'agence de notation Moody's a abaissé sa note avec perspective négative. Car même si la dette nette de Rallye, c'est-à-dire sa holding, est restée stable, 2,82 milliards d'euros quand même, celle de Casino a augmenté de plus de 500 millions d'euros. Sa dette nette s'élève à plus de 6,3 milliards d'euros. Autre secteur où c'est compliqué, où il est sous pression, le secteur immobilier. Si on prend l'indice Stock 600 Real Estate, eh bien on est revenu plus bas que les plus bas qu'on avait connus au Covid. Côté Nike, elle a publié cette semaine, elle dépasse les attentes et pourtant il y a quand même une baisse des ventes en Chine. Chiffre d'affaires sur le trimestre, on dépasse les 12 milliards de dollars. C'est plus que les 11,5 milliards de dollars attendus par le marché. Et malgré ça, l'action n'a pas trop pu en profiter puisqu'on est dans un contexte de marché global plutôt tendu. Disons plutôt volatile. Côté Amazon, on continue les suppressions de postes. 9000 emplois supplémentaires vont être supprimés après les 18 000 qui ont été annoncés au mois de janvier. Accenture annonce également un plan économique. Suppression de 19 000 postes. Ça correspond à 2,5% de ses employés. Et ça, ce sera étalé sur 1 an et demi. Dimanche dernier, je te disais que j'ai opté cette semaine, je partais sur une casquette bleue. Autant acheteur que vendeur. Autant bull que bear. Bah oui, parce que pour simplifier, pas de risque systémique sur les banques, pas de bonnes nouvelles non plus permettant de justifier un retour sur les records historiques. Je simplifie. Tu l'as compris. Et donc, j'ai commencé tout simplement la semaine à taper le plus faible. Et inversement, à prendre dans mon équipe le plus fort. En langage technique, ça s'appelle acheter ce qui surperforme, vendre ce qui sous-performe. Le Dow Jones a enfoncé directement dès le lundi matin la fameuse zone de polarité. D'ailleurs, je t'avais partagé dimanche 31 800. Il perd plus de 350 points dans la filée. Bim, ça commence bien la semaine. Transformation donc temporaire de casquette bleue à casquette rouge. Mais on n'oublie pas qu'on garde une casquette bleue sur la semaine. Très rapidement, que fait le marché? Il se retourne. On repasse au-dessus de seuil de polarité. Non, je n'achète pas le Dow Jones au-dessus des 31 800, mais l'indice SP500 qui est le plus fort. Je remets donc une casquette verte temporaire. On arrive sur une zone de résistance sur l'indice SP500. Je sors les positions, même si j'avais un objectif un petit peu plus ambitieux à 3999, que certains d'ailleurs, et je les en félicite, ont laissé courir jusque-là. Terminé, on remet la casquette bleue. Jusque-là, lundi, parfait. Et c'est là que ça devient compliqué, puisque sur les indices américains, on arrive tout là-haut sur les bornes hautes de range horaire. Tu les connais, 32 003 sur le dos. Je me concentre là-dessus, puisque c'est l'indice le plus faible, je vends. Et là, ça prend pas. Bah non, on commence à s'installer au-dessus de la zone de résistance, ça tient, ça tient. Et juste avant la fête, qu'est-ce que je décide? Si on s'installe au-dessus des 32 003 à 32 004, je coupe ma position en perte. C'est ce que j'ai fait. Alors j'en ai largement parlé sur IVT, même le matin Morning Mood. Mais là où c'est plus compliqué, c'est pas forcément juste de prendre sa perte. Bah oui, parce que après, je fais quoi? J'achète? Je fais rien? Je suis persuadé que ça a baissé, alors je reprends une position à la vente alors même que je viens de la couper? Et c'est là que c'est prise de tête. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Lorsque tu fais une perte, il faut l'accepter. Preuve d'ailleurs que ça arrive à tout le monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'en ai largement et longuement parlé tout au long de cette semaine. Alors, tout au long de cette semaine, n'exagérons rien, mais voilà. Mais ce qui est compliqué, finalement, c'est de se remettre sur les bons rails. Bah oui, il faut tout remettre à plat. Il faut repartir de zéro et de se dire, ok, alors, tu avais une casquette bleue pour la semaine. Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que tous les signaux maintenant qu'on a, vu qu'on s'installe au-dessus de zone de résistance, est-ce que tous les signaux sont ouverts? Est-ce que tout est positif? Est-ce que le contexte est optimiste? Est-ce que l'aspect technique te donne des éléments concrets pour changer de casquette définitivement? Mais surtout, et je vais insister là-dessus, le plus important, c'est l'un des principaux pièges qu'on fait, c'est de reprendre une position
tout de suite sur le marché. Alors, peu importe d'ailleurs la direction, on s'en fout, parce que l'objectif c'est de se refaire rapidement. Généralement, en plus, on utilise des tailles de position plus élevées, parce qu'il faut se refaire rapidement en plus. Et généralement, c'est là que le cercle vicieux commence. Alors, j'ai travaillé sur 3 éléments. Premièrement, ne pas oublier de se placer sur des unités de temps relativement longues, en l'occurrence sur du daily. Alors, je vais continuer sur l'indice Dow Jones. Donc, on avait cette fameuse oblique sur laquelle j'ai payé, donc c'était pas la semaine qui vient de passer, mais celle d'avant sur les 31 008, mais peu importe. Et au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'on a? Les 32 600, le précédent bas de range dans lequel le Dow Jones évoluait depuis 3 mois, et également le point de passage de la moyenne mobile à 20 jours qui est au-dessus de la tête, et en plus qui est baissière, donc ce qui montre qu'on est toujours dans une tendance baissière en daily. Deuxième chose, n'oublie pas que tu as une deuxième cartouche dans le barillet. Bah oui, t'as pris un stop loss, mais il peut peut-être réintégrer ce range horaire. Et troisième chose, vu qu'on était mardi, jour où j'ai pris ma perte, mercredi soir, il y a la Fed et que ça peut provoquer de la volatilité. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, on aura un signal de marché plus clair. Donc, reste discipliné, prépare tes niveaux d'intervention de manière tout à fait objective, comme si finalement, tu n'avais pas pris de stop loss. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis tout ça un peu en ordre. J'ai mis plusieurs alertes niveaux sous lesquels je réenclenche finalement ma casquette rouge. Deuxième cartouche à la réintégration de ce range. Et ben, ça a fonctionné dans un premier temps. Puis, dans un second temps, puisqu'on est passé sous cette zone de polarité que j'estimais importante à 32 000. Donc, comme je le disais dimanche dernier, il n'y a pas de dégradation majeure sur les indices américains tant qu'on ne passe pas sur l'indice Dow Jones les 31 800 et tant que l'indice SP500 ne repasse pas sous 3845. D'ailleurs, lui, il est jamais passé en dessous. Sur le Dow Jones, il l'a fait. D'ailleurs, ça a permis de prendre une première vente en début de semaine. On l'a rapidement réintégré. Et d'ailleurs, ça m'a permis sur le SP500 de sélectionner du coup le plus fort lorsque le Dow Jones était en train de réagir et les indices de manière générale. Alors, la question, c'est comment aborder cette nouvelle semaine. Voici mon avis et ma stratégie. Déjà, le taux à 10 ans se détend. Alors, c'est relativement logique avec toutes les anticipations qui sont en train d'être revues à la baisse sur les taux directeurs pour cette année 2023. Le dollar américain reste quand même toujours assez ferme. Deuxième chose, le contexte est tendu, oui, ça va durer des semaines, mais c'est pas non plus complètement horrible. Et troisième chose, l'élément peut-être le plus objectif, la situation technique. Elle est complètement bloquée partout, quasiment sur tous les indices. En haut, on a des résistances de partout, par exemple en Europe, ici sur le CAC et sur le DAX. Aux États-Unis, pareil, alors on l'a vu sur le Dow Jones, sous des zones de résistance, mais on a quand même sous les pieds des zones support. En conclusion, je vais simplifier, je vais faire probablement la même chose que cette semaine, casquette bleue avec des polarités intraday en essayant justement de changer de casquette relativement rapidement. Et quand je dis relativement rapidement, c'est pas cliquer tous les 15 points dans les deux sens. C'est toujours identifier des zones en horaire et s'autoriser toujours 2 cartouches. Preuve cette semaine encore une fois. Première cartouche n'a pas fonctionné, la deuxième a fonctionné. Salut tout le monde, salut Xav, ravi de vous retrouver. Petit focus ce matin sur l'or. Alors l'or, une sorte de petit double échec, double top horaire 4 heures sur la forte zone de résistance des $2000. Cette résistance des 2000-2050, elle va être très très difficile à passer. Mais comprenez-moi, moi graphiquement, factuellement, quand j'analyse mon graphique, j'ai une bougie trimestrielle et une bougie mensuelle magnifique. Et c'est le genre de configuration, en plus, au-delà du contexte géopolitique, économique, crise bancaire, crise systémique, etc., etc. Je ne vais pas vous rappeler tous les éléments fondamentaux et extra technique que Xav a certainement et vous a dû vous rappeler. Graphiquement, si je ne m'engage pas là-dessus, alors je ne m'engage jamais sur un actif, notamment au swing. Alors oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut de la psycho, il faut de la persévérance, il faut de la patience. Et quand ça retombe, c'est chiant. Et pour l'instant, l'invalidation, elle reste lointaine. Vous savez que mon invalidation, elle est grosso modo sous les $1800. Et oui, ça fait un peu loin. Et oui, c'est difficile, du coup, quand on a une invalidation lointaine, de tenir. Mais voilà, pour ma part, j'y crois. Tous les éléments graphiques, chartistes engagent les métaux précieux, mais notamment l'or, à aller plus haut, à casser cette forte résistance mensuelle. Sauf que, et c'est là-dessus que je vais rebondir, si j'ai pas cette psycho, si j'ai pas cette persévérance, ça veut dire que je ne m'engage pas avant la cassure de cette résistance. Et comprenez bien qu'une cassure de résistance mensuelle peut se faire par une énorme bougie impulsive, peut se faire à tout moment, peut se faire pendant que je dors, pendant la nuit, pendant que je suis en train de manger, pendant une statistique, pendant un discours. Les gros, à l'avance, ils le savent et ils l'ont certainement prévu. Et donc du coup, si à un instant T, je me retrouve à 2150, 2200, après mon invalidation sera encore nettement plus lointaine et il sera encore
beaucoup plus difficile de rentrer dans cet actif, notamment en swing, sachant que pour ma part, je vise déjà un gros TP sur les 2150, 2002, voire 2003, si j'ai la psycho pour tenir jusqu'à là. Voilà, j'ai fait un petit focus sur l'or ce matin parce que c'est vraiment l'actif principal que je suis depuis le début de l'année, que je suis encore de manière plus persistante ces derniers jours, voire dernières semaines. Voilà, je vous souhaite bien évidemment un excellent dimanche à toutes et à tous. Et on se retrouve avec grand plaisir bientôt. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Je vais ajouter quand même quelque chose d'important. Preuve d'ailleurs que ça a fonctionné cette semaine. Que je vais surtout, et ça c'est quelque chose d'important et c'est ce que le marché nous permet, de continuer à travailler à la vente les plus faibles, taper les plus faibles, qui nous donnent des signaux de faiblesse, et de travailler, de mettre dans notre équipe les marchés, les indices, les actifs les plus forts. Pour ça, on utilise l'analyse technique, on se met en données horaires, on voit ceux qui sont en tendance haussière, ceux qui sont en tendance baissière et ceux qui sont entre les deux, neutres. Là où il n'y a rien à faire. Comme par exemple cette semaine, beaucoup m'ont parlé, on a beaucoup échangé avec le Nikkei. On est en plein milieu d'un rente, ça fait... On se met des invalidations au-dessus de la tête si on est vendeur, des invalidations sous les pieds si on est acheteur, avec des objectifs pas très ambitieux. Tant pis si ça va plus loin, mais surtout attention quand même à l'inverse, à ne pas tomber dans l'extrême, de tourner comme un avion dans tous les sens. Alors même si oui, c'est une stratégie qui fonctionne quand on est dans des ranges. Mais vaut mieux garder au moins une petite partie de position pour viser un objectif plus ambitieux, comme ça évite de faire de l'overtrading, de changer de casquette trop vite et de se mettre en risque finalement pour chercher un nouveau point d'entrée. Surtout dans un marché qui part dans tous les sens. Bah oui, c'est plus simple de laisser courir finalement ce qu'on a déjà que de prendre un nouveau risque sur les marchés non-stop. Surtout, d'autant plus si on utilise des unités de temps 5 minutes et inférieures. Alors là, exemple, je reste vendeur sur l'indice Dow Jones tant qu'il restera sous 32 000. Donc sous 32 000, je charbonne à la vente sur des unités en 15 minutes horaires et dès qu'il repasse au-dessus, hop, fini le plan de vente. Simple, clair, précis, un sens directionnel. Et si ça passe au-dessus de 32 000, je dégage. Et je privilégierai donc forcément les achats sur les indices les plus forts. Ça paraît simple comme ça. En même temps, pour le moment, c'est ce qui fonctionne. Et terminons quand même sur une note positive puisque le mois d'avril approche. Historiquement, c'est positif sur l'indice SP500. Le fondateur de Terra Luna, sud-coréen, il était recherché, il a été trouvé, il a été inculpé par un jury fédéral de New York. Alors à 31 ans, il a quand même 8 chefs d'accusation contre lui, fraude en ligne, j'en passe et des meilleurs. Il a quand même entraîné la perte de 40 milliards de dollars aux investisseurs. Il a été arrêté avec son directeur financier dans un aéroport à Podgorica avec, des documents falsifiés et était prêt à embarquer pour Dubaï. Coinbase de son côté a reçu un avis de la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis. Alors il n'y a aucune enquête qui a vraiment été ouverte pour le moment, mais violation possible de certaines lois au sujet des valeurs mobilières. Et d'ailleurs Coinbase a même demandé à la SEC, ils ont fait la démarche pour leur demander si c'était ok au niveau de son stacking, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, histoire d'être dans les clous, tu vois. Stacking, c'est quand tu reçois une rémunération pour les cryptos que tu immobilise. La SEC, elle s'est dit, alors Coinbase, stacking, c'est quoi stacking? Attendez, je vais demander à mon patron. Coinbase demande là le stacking, la loi, tout ça. Je dis quoi? Ne dis pas à Coinbase qu'on n'en sait rien. Et je dis quoi alors? Je leur dis que c'est louche et qu'on va enquêter. C'est pas clair. Comment on sait que c'est pas clair si on sait pas ce que c'est? Donc je leur dis qu'on va enquêter sur un truc qu'on sait pas ce que. Ah d'accord, je dis pas qu'on sait pas ce que c'est. D'accord. Tu leur dis ce que je t'ai dit. T'apprends les trucs, moi. Tu réfléchis trop, jeune padawan. Donc Coinbase, on va faire une petite enquête, tout ça, parce que ça me semble un petit peu louche, là. Ouais, je sais que vous posez la question en tout bien, tout honneur, mais non, ça sent pas bon, tout ça, là. Les cryptos, de manière générale, si on regarde la capitalisation totale, sont bloqués sous des zones de résistance. C'est les plus hauts de l'été dernier. Le Bitcoin aussi, 28 500 $, ça bloque. Pour autant, il n'y a pas de remise en question de ce flux haussier mis en place depuis une dizaine de jours, que ce soit sur le Bitcoin et sur la capitalisation totale, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ces grosses zones support. Même chose d'ailleurs, petit bonus sur l'Ether. Donc mon activité reste quand même pour le moment relativement limitée, puisque à part le Bitcoin qui est beaucoup plus fort que ses copains, d'ailleurs les configurations sont quand même pas très claires. Semaine prochaine, ne pas oublier quand même la 3e estimation du PIB aux États-Unis pour le 4e trimestre 2022. Alors c'est la 3e, ça provoquera probablement moins de volatilité, mais à suivre quand même. Vendredi, je rappelle le fameux PCE, inflation mieux pondérée
préféré que le CPI. Bah oui, et ça sera la clé de la semaine prochaine probablement, même si elle va arriver tardivement puisque ce sera vendredi. En attendant, n'oubliez pas d'éclater les pouces vers le haut. Merci à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Casquette bleue pour la semaine prochaine encore. Eh oui, peu de visibilité, on s'adapte. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Ciao, ciao!